heureuse de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, mais cette fois-ci c'est pour WordPress. Comme vous le savez, WordPress reçoit les hommes et femmes des médias. Aujourd'hui, je leur ai plaisir de faire découvrir une plume, une voix de notre pays, Ernest Molekechi de la RTCE, qui a ouvert il n'y a pas longtemps, qui a repris à émettre il n'y a pas longtemps. Très heureuse en tout cas d'être encore avec vous, Ernest. Merci. RTCE, ça va maintenant? Ça va très bien. On se bat, hein? On se bat. Au rythme du dialogue, comme on dit maintenant. Ça va quand même. Vous avez quand même déjà votre grand facilitateur qui est le cardinal Mosengo, si je ne me trompe pas. Alors, je suis encore avec Faye Nikombika de Top Media. Il n'est plus à présenter. Bonjour Faye. Bonjour Madame Paulette. Très heureuse d'être avec vous. Nous allons parler, comme vous le savez, mesdames et messieurs, du dialogue. La toute première question que je vais poser à mes deux invités qui ont répondu présent à cette émission, Ernest, Faye. Eben Kodjo est-il facilitateur ou médiateur? Bien, merci. Eben Kodjo, officiellement, il est facilitateur, il n'est pas médiateur. Il a été envoyé ici en République démocratique du Congo par l'Union africaine comme facilitateur du dialogue. Et aujourd'hui, maintenant, il joue quel rôle? Parce que le dialogue a déjà commencé. Facilite-t-il toujours ou il fait la médiation aujourd'hui? La différence est où? Il y a une différence. Jusque-là, d'après la terminologie, il faut le retenir. Eben Kodjo est facilitateur. Puisque les gens, les Congolais, lorsqu'ils sont en train de débattre, il y a deux camps. À travers, bien sûr, les trois composantes, la majorité politique et la majorité au pouvoir, l'opposition politique, la composante société civile. Là où ils ne vont pas s'entendre, c'est alors que Kodjo va intervenir pour faciliter la compréhension. Wow. Donc, c'est vraiment les deux concepts. Faye Nico, qu'est-ce que Kodjo fait aujourd'hui? Fait-il de la médiation ou de la facilitation? Bon, d'abord, merci beaucoup Madame pour l'opportunité. Ce sont des notions trop techniques qui parfois prêtent à confusion. C'est-à-dire, il y a facilitation, il y a médiation, il y a aussi les bons offices. Okay. Si nous devons nous inscrire dans la logique de la résolution 2277, si nous devons nous inscrire dans la résolution d'accord d'Addis Abeba, il ne devait pas y avoir facilitation, il ne devait pas y avoir médiation. En principe, il devait y avoir bons offices. Bons offices quid, c'est-à-dire, vous êtes là, madame, vous êtes en différend avec mon estimé confrère. Moi, constatant que le courant ne passe plus entre vous deux, je propose mes services entre vous deux. C'est-à-dire, personne de vous ne les saisit. C'est moi qui estime bon d'apporter mes bons services auprès de vous. Il n'y a pas une requête venant d'une deux parties en conflit. La facilitation, c'est-à-dire, la personne est choisie, mais il n'agit, il n'est pas actif. Il est passif, donc... Il est passif, il n'est pas actif. Il n'a aucun pouvoir sur les décisions sur les deux parties. Et sur les décisions, qui s'en suivront. Il n'impose pas son point de vue. Il est facile que lorsqu'il y a divergence, pour essayer un peu de mettre les gens ensemble. Et ça se limite là-bas. Mais, maintenant la médiation, en ces moments-là, la médiation, là, la personne est active. Ça, c'est Kodjo. Kodjo est médiateur. Vu ce que vous avez expliqué, Ernest, Kodjo est médiateur aujourd'hui. Bon, de toute façon, ce ne sont que des termes. Mais non, mais c'est pèse. C'est pour cette raison-là, j'ai toujours dit que nous sommes dans un état d'anomie. Les gens veulent quelque chose et son contraire. Parce que les gens parlent d'accord à Addis Abeba. Les gens parlent à la résolution 2277. Mais madame, c'est parce qu'on inculque le mensonge auprès de mon peuple. Que ceux-là qui parlent résolution 2277, que ceux-là qui parlent accord à Addis Abeba, vous amènent ces accords-là, vous lisez au moins à une seule phrase où on parle de la facilitation. Il n'y a pas. Partout on parle que de bons offices. Mais vous allez trouver des gens qui se revêtent en dehors de l'histoire, mais qui racontent des mensonges sur la place publique. Nul part dans le deux textes, je n'ai quiconque à défi, qui vous apporte le deux textes, on vous lit au moins une seule phrase où on parle de facilitation, ni encore de la médiation. Il n'y a pas. Les deux résolutions parlent de bons offices. Bons offices. Donc, nous poursuivons, comme vous le savez, Ernest Molekechi. Les portes aujourd'hui du dialogue sont en train de claquer. Vital Kamerhe a
pas claqué, mais a suspendu sa participation, il a posé préalable. J'ai entendu encore aujourd'hui la diaspora veut partir. Il y a encore une autre frange qui est là-bas au dialogue qui part. Qu'est-ce qui se passe au dialogue? Pourquoi tant de départs aujourd'hui? Madame Paulette, personnellement, j'ai honte. Je ne sais pas parler. Il n'y a que des aveugles qui ne voient pas. Moi, personnellement, je l'avais pressenti. Je savais qu'on devait arriver là où on est arrivé depuis hier. Vous pouvez vous imaginer. Aujourd'hui, bon, de toutes les façons, je dis, quel est ce dialogue qui puisse se tenir sans la grande partie de l'opposition politique congolaise que nous connaissons? Mais ceux qui sont là se disent aussi opposants. De toutes les façons, on ne le refuse pas, mais ils pèsent sur quel échiquier? Ils pèsent comment? De quelle manière? C'est vrai, je ne les minimise pas. Vital était quand même le troisième. Madame, écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne minimise pas, M. Vital Kamerhe. Je suis en train de dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement et purement de la farce. Et Edem Kodjo ne l'avait-il pas dit lui-même qu'on ne peut pas parler du dialogue ici en République démocratique du Congo sans Tshisekedi? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce que nous pouvons dire que ces gens sont réellement en plein dialogue? Ils sont en train de débattre des vrais problèmes qui se posent au sein de la société congolaise? Non. Il n'y a que des aveugles qui puissent dire peut-être que ce qui se passe à la cité de l'Union africaine, c'est ça ce qu'on appelle le dialogue. Mais jusque-là, pour moi, bon, je ne regrette pas. Je suis en train de dire seulement ce qu'on était en train de craindre, c'est ça ce qui est en train d'arriver. On ne peut pas se plaindre là-dessus. Faye Kombikai, vous avez suivi, Vital Kamerhe a posé ce préalable, il a dit on doit commencer les élections par les présidentielles. La majorité rétorque que non, on doit commencer par les locales et autres parce que toutes les élections se valent. Qui a raison dans ce combat de titans? Moi je le dis ainsi. Qui a raison? On doit commencer par quoi? Par quelle élection pour décrisper la situation? Ou doit-on le faire tous simultanément? Madame, je suis très content, je me réjouis de ce qui arrive aujourd'hui au Congo. Parce que ce sont des situations que j'avais prévenues. Mais malheureusement, y compris vous sur votre plateau, vous m'avez critiqué. Je suis le seul Congolais qui suis resté constant, qui s'est opposé à la logique du dialogue du début jusqu'à la fin, de 2012 jusqu'à ces jours. J'avais prévenu à la nation congolaise que le fait par une des parties de solliciter le dialogue, primo, nous sortons du cadre légal. Secondo, c'est une violation de la Constitution. Et tertio, le plus grand bénéficiaire, ce sera la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison. Que ceux-là qui aujourd'hui s'opposent au dialogue, posant des conditionnalités de toutes les façons, la finalité c'est quoi du dialogue, madame? Et aujourd'hui, il y a un problème. Est-ce que le dialogue même, madame, il est illégitime? Est-ce que c'est le cadre légal où il faut aller traiter les questions de l'État? Mais d'abord, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, madame. Nous sommes dans quel État, madame? Je commence à me dire que ceux-là qui parlent l'État de droit, ce sont le plus antidémocratique. Comment voulez-vous, madame, dans un régime comme celui-ci, où il y a un président élu, quand bien même en 2011, il y a eu simulacre d'élection et élection falsifiée. En tant que légalisme, nous avons reconnu. Il y a les institutions politiques de l'État qui sont reconnues. Il y a le président de la République, il y a le Parlement, il y a le gouvernement et les cours et tribunaux. Et le comble encore, vous trouvez des députés nationaux qui quittent l'Assemblée nationale pour aller débattre des questions de l'État avec des gens n'ayant pas reçu le mandat du peuple au-delà de l'Assemblée nationale. Par quel mécanisme, madame? Vous parlez État de droit, vous parlez démocratie. Dans la démocratie, en situation exceptionnelle, il n'y a pas de situation exceptionnelle, madame. En quoi sommes-nous? S'il vous plaît, les élections, par exemple, vous suivez les débats, Ernest Mouenekechi, vous suivez les débats, ça se dit et ça se sait, la CENI est déjà passée là-bas, il a dit c'est pas possible qu'on fasse ces élections. Dépassionnons les débats, c'est clair et net, on ne peut pas le faire. Donc on doit sortir de le pays de la voie où on l'amène aujourd'hui. Situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, cadre exceptionnel, non? Mais est-ce que parce que techniquement c'est pas possible, la CENI l'a dit, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas, à l'impossible nul n'est tenu. Madame Paulette, il est vrai qu'à l'impossible nul n'est tenu, mais moi je suis tout à fait d'accord avec le confrère. Tout de suite là, il l'a dit, on ne peut pas quand même s'imaginer les députés nationaux, les sénateurs, aller se retrouver quelque part pour... Sur les arbres. Oui, c'est un peu difficile. On ne peut pas s'imaginer ça.
On ne peut pas s'imaginer, il est vrai. Mais alors, normalement, même si c'était prévu, ça devait se tenir. C'est le cadre qui pose problème, mais le fait est qu'on doit parler, ils doivent se parler pour sortir de ce... Madame, s'il m'était permis de vous poser la question, pourquoi on doit dialoguer? Pourquoi on doit dialoguer? Les députés nationaux étaient là, le Sénat était là. Parlons seulement de l'Assemblée, plutôt du Parlement de la République. Pendant 5 ans, pourquoi ils n'ont pas voulu donner à la CENI ou au gouvernement les moyens qu'il lui fallait afin d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Et aujourd'hui, nous y sommes. Ernest, on va dire quoi? Vital Kamerhe a dit, c'est plus le temps de jugement, il faut trouver des solutions. Tout ça, on le sait. Mais quelle solution on va trouver, madame? Quelle solution on va trouver? Parce que, selon une certaine opinion, le 19 décembre, il y a chaos. On doit sortir de ce... On doit éviter le bénéfice. Madame, mais si le chaos, il y en a, ça proviendrait d'où? Ce sont les dirigeants qui ont cherché à ce qu'il y ait le chaos. Ils doivent tout faire de sorte que nous puissions avoir les élections dans les délais pour éviter ce chaos-là. On ne peut pas dire autre chose que ça. Mais c'est pas possible, Ernest Moneke. Madame, vous-même, vous l'avez dit ici, à l'impossible, nul n'est tenu. Qu'est-ce qu'on peut faire? La CENI a parlé, il est allé là-bas. Il a dit, c'est pas possible. Corneille Nangaa parle et reparle et redit, c'est pas possible. Le fichier électoral est corrompu, on doit revoir. Il a donné toutes les raisons. C'est pas possible. Maintenant, on doit réfléchir autrement, Faïniko. On doit sortir de là. Qu'est-ce qu'on veut? On doit rester bloqué et le pays est bloqué parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'autre chose que du dialogue. Madame, je dois d'abord vous rappeler. Aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre 2016 et qu'à ce jour, il reste 88 jours pour la fin de cette mandature. Moi, je comprends, il y a un problème aujourd'hui. J'ai toujours dit, mais il y aura un jour que vous, les Congolais, vous allez me comprendre. Il y a un problème au Congo. La classe politique congolaise, c'est elle qui est à la base du malheur ou bien du bourbier dans lequel nous sommes aujourd'hui. En 2011, il y a eu publication des résultats. 2012. Les péchés originels dans tout ça, c'est quoi, madame? Ce sont là qui ont commencé cette chanson du dialogue. La majorité dans sa malice. Et là, attendez, hein? En politique, on ne fait pas des cadeaux. En politique, maintenant nous sommes dans une lutte. La majorité a sa lutte de la conservation du pouvoir. De l'autre côté, l'accommodante, véreuse et malhonnête opposition doit faire tout par tous les moyens pour confisquer, gagner aussi le pouvoir. Mais par quel mécanisme? Ici, nous sommes en démocratie. Nous avons 5 modes d'accession au pouvoir. Nous avons l'hérédité. Nous avons la cooptation, nous avons la nomination, nous avons les coups d'État et nous avons l'élection. Ça, c'est pas en démocratie. J'ai dit d'accession au pouvoir. Mais de ces 5 modes d'accession au pouvoir, le seul mode le plus démocratique, c'est l'élection. Mais s'il vous plaît, madame, il y a eu élection en 2011. Simulacre, oui, je le reconnais, simulacre d'élection. Mais pourquoi la malhonnête opposition n'a pas attendu que ceux-là terminent avec leur mandature et qu'on aille aux élections? Ils ont commencé la chanson du dialogue. Ils ont posé beaucoup de conditionnalités. Ils ont dit l'enrôlement de nouveaux majeurs. C'est une chanson qui est venue de l'opposition. L'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger. C'est une chanson qui est venue de l'opposition. Calendrier global et partiel. C'est venu de l'opposition. La majorité dans sa malice, elle l'observait. Elle a attendu la fin du mandat. Et aujourd'hui, elle est tout seul. De toutes les revendications que la majorité exploite aujourd'hui, étaient hier celles de l'opposition. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est un problème de rapport de force. Entre, maintenant, il y a la mouvance présidentielle qui a le pouvoir de moyens et qui a aussi le pouvoir politique. De l'autre côté, il y a l'opposition. Dépourvu de moyens, je ne sais pas comment ça va se passer. Maintenant, nous sommes en vertu du principe de fait accompli, alors c'est le rapport de force qui va jouer. Or, le rapport de force, nous en savons de quel côté il se trouve. Aujourd'hui, Ernest Moulekeshi, comment se présente l'opposition? Parce que la prospérité nous dit ici que l'opposition est divisée. Parce que Kamerhe, Badiba, Ngaboussa, ailleurs, tu sais qu'il y a les autres dehors. Aujourd'hui, l'opposition part encore en ordre dispersé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'opposition ne se présente toujours pas en RDC en un front uni pour battre, par exemple, la majorité présidentielle? Parce qu'en allant en ordre dispersé, ils perdent aussi les chances de réussir. Bon, je peux dire seulement que ce n'est pas la prospérité qui le dit. Tout le monde est en train de le vivre. L'opposition est divisée. Il y a d'un côté le rassemblement et de l'autre côté il y a l'UNC, Vital Kamerhe et autres qui ont accepté de pouvoir prendre part
aux travaux du dialogue qui se tient aujourd'hui. Vous savez pourquoi l'opposition n'a pas de moyens. Ce n'est pas comme au niveau de la majorité où tout le monde est en train de fois de flatter. Mais son argentier, entre guillemets, on dit de toutes les façons. l'opposition... En tout cas, quel argentier au sein de l'opposition. Et même s'il avait l'argent, c'est pas pour l'opposition, c'est pour sa famille, c'est pour lui-même. Ce n'est pas comme au sein de la majorité. L'argentier, c'est qui? Je vous en prie. Oui, j'étais en train de dire ceci. Et au niveau de la majorité, tout le monde est en train de flatter au plus haut niveau. Puisqu'ils savent que ne pas dire ce qui est vrai, alors c'est se faire partir. Vous n'êtes pas sans ignorer. Vous connaissez ce qui est arrivé avec nos amis du G7 qui ont osé un peu, qui ont osé dire la vérité au chef de l'État, qu'il ne fallait pas toucher à la Constitution. Et vous connaissez ce qui leur a été réservé. La position de Vital Kamerhe, quand même, aujourd'hui, Vital Kamerhe rassure quand même une certaine opinion et même Madame, il a dit que non, si on touche à la Constitution, il sort. Il a tonné aujourd'hui, il a suspendu sa participation. Il a dit on doit respecter la Constitution et on doit commencer par les présidentielles. Quand même, il se bat aussi. Madame, est-ce que vous êtes de la chaise vide, franchement, vous êtes sûr que ce que Kamerhe est tenté de dire est vrai? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Comment vous pouvez vous imaginer que Kamerhe puisse dire des histoires comme ça aussi longtemps que la majorité est en train de dire ce que l'opposition qui prend part à ce dialogue-là a fait n'est qu'une stratégie de négociation. Il faut aller en négociation. La majorité a raison de dire que c'est tout simplement... oui, ce sont des stratégies. Tactique de négociation. Oui, Kamerhe va céder, Kamerhe va céder. Madame. Non, c'est vraiment... On parle à cette population, pas moi. Kamerhe va vraiment céder, donc ce n'est qu'une tactique de négociation pour faire monter les enchères, la surenchère et obtenir ce qu'il veut sur le poste de Premier ministre. Vous continuez à compter sur une opposition dans ce pays. Vous continuez à compter sur une opposition dans ce pays. Qu'on ne vous trompe pas, madame. Tout celui qui a parlé dialogue, qui ne trompe pas la population, il est pour le glissement. Si on ne voulait pas du glissement, si on voulait que la Constitution soit respectée scrupuleusement, mais pourquoi aller au dialogue? Mais pourquoi parler dialogue? Si on... Qui est pour le glissement? Personne n'est pour le glissement. Écoutez, non, c'est là où il y a la malhonnêteté et je dirais même la criminalité. Lorsque vous allez au dialogue, la finalité du dialogue, c'est quoi, madame? C'est permettre qu'il y ait des élections. Mais c'est le glissement, madame. Vous trouvez normal? Madame, c'est que la question, je dois quand même vous répondre. Mais le glissement, là, c'est la transition d'une famille. Écoutez, madame, parce qu'on est en train de tromper mon peuple, que nous allons au dialogue pour aller parler des questions électorales. Est-ce que le dialogue est-il un cadre approprié, légitime pour parler des questions électorales dans notre pays? Tous ces gens-là qui vont participer, madame, ont-ils reçu mandat de la population pour aller parler en lieu et place de la population? Non, madame. En démocratie, madame, on acquiert la légitimité qui est par l'élection. Et ne pas parler en lieu et place du peuple qui est celui qui a reçu mandat. De quelle manière on reçoit le mandat? C'est par l'élection, madame. Moi, j'accepterai quand même il y a eu des élections falsifiées en 2011. Les cadres légaux aujourd'hui, les cadres idéaux, c'est le Parlement où toutes ces questions doivent être parlées. Citez-moi s'il vous plaît un seul parti politique de l'opposition que vous connaissez qui n'est pas dans les institutions. Qui n'est pas dans les institutions, madame. À la CENI, tous ces partis politiques ils sont représentés. Au Parlement, tous les partis sont représentés, madame. Alors, c'est pour cela que je suggérerais ceci. Le 1er janvier 2017, s'il n'y a pas tout cela, je vais initier encore une autre pétition, sollicitant quoi? Qu'on déchire la Constitution, qu'on reste dans un État sans Constitution, parce que avoir une Constitution et ne pas l'appliquer, ça n'a pas de sens. C'est vrai, je reviens encore à la phrase, parce qu'on essaye de dépassionner un tout petit peu le débat, on revient. Vital Kamerhe est froid. Il faut sauver le pays du chaos. Il a dit, ce n'est plus l'heure de jugement. Le mal est là, le mal est fait, c'est comme de l'eau qu'on a déjà versée. Le mal est fait, on ne peut plus revenir en arrière, on doit maintenant trouver une solution. Alors, cette période de transition, comme ils disent, parce que moi, on lit souvent, le glissement ne sera que de quelques temps, un glissement transitoire pour permettre à ce que le gouvernement qui viendra puisse organiser les élections dans le plus bref délai, des élections transparentes, crédibles et démocratiques. Qu'est-ce que vous voulez encore? Pourquoi ne pas croire, pas croire, mais vraiment appuyer un peu le propos de Vital Kamerhe? Parce que c'est le propos le plus le plus au milieu possible, qui concilie les deux points de vue, Ernest. Ne soyons pas extrémistes jusqu'au boutiste, parce qu'on doit sauver ce qu'il y a à sauver. Madame, dites-moi un peu, vous connaissez ce qui
ce qui est en train d'être dit au niveau de la majorité, est-ce qu'entre Barcelone et Nzaki Mwena, vous connaissez Barcelone, c'est une équipe européenne, et Nzaki Mwena, c'est une équipe de Kinshasa, d'un quartier reculé là de Kinshasa, est-ce qu'il peut y avoir match? Kamere était de l'autre côté, dans l'opposition. Les amis ont posé des conditions. Il faudrait que la majorité puisse quand même manifester une bonne foi en libérant par exemple les prisonniers d'opinion. Ça a été fait avec ce Ça a été fait. Dernièrement, on a encore libéré une centaine. Madame, s'il vous plaît, je suis en train de dire, je ne suis pas politicien, je suis analyste, je suis journaliste, je suis en train de le dire. Les dernières personnes libérées, c'était des personnes déjà libérées depuis la loi d'amnistie de 2013, issue de concertation nationale, qui n'étaient jamais libérées. Voilà, et c'est aujourd'hui qu'on devait les libérer. Mais pourquoi pendant ces temps, lorsque la loi a été votée, on ne les avait pas libérés? Tout ça, ce ne sont que des tricheries, on ne peut pas accepter ça. Kamere a mal pensé personnellement, c'est vrai. Et je ne suis pas contre lui, mais je suis en train de faire un peu une analyse sur sa pensée. Il n'a pas bien choisi. Je me rappelle, j'avais suivi quand même son secrétaire général Bertrand Ewanga sur l'une des télévisions qui dit, lorsqu'ils étaient à Béatrice, il avait remarqué, je m'excuse, il avait entendu dans les coulisses qu'il y avait quelque chose qui s'est concocté contre la République. Il est allé voir la hiérarchie, il n'a pas cité de nom, pour lui dire, non, voilà, si nous allons à ce dialogue-là, nous sommes en train de donner un quitus au chef de l'État, et nous lui accordons peut-être 5 ans, puisque la majorité, elle est très forte. Ils ont l'argent, ils ont tout. Vous avez entendu quelqu'un, même au sein de la société civile, qui est en train de dire, la société civile, une grande partie a été... La société civile menace d'ailleurs une information, menace aussi de claquer la porte du... Mais quelle société civile? Hier, ils sont passés même au vote, et pourtant le mode de décision aujourd'hui dans ces dialogues-là, c'est le consensus, mais hier, ils sont passés au vote. Et la plus grande partie qui a déterminé, qui a énervé l'opposition, c'est la partie de la société civile qui avait entonné la même chanson que la majorité. Nous prenons un autre volet, c'est la retransmission en direct de ces travaux. On a décidé que ces travaux se tiendront en huis clos, pas de retransmission en direct. C'est une bonne solution pour éviter de faire monter la sauce dans la population. Il faut que ça se passe à huis clos pour qu'ils aient le temps de tous dire sans que la population soit au courant et qu'elle va à ses occupations. C'est une bonne tactique pour... Est-ce que vous pensez que non, madame? Lorsqu'on va au dialogue, c'est pour résoudre les problèmes de notre population? Non. Au dialogue, il y a quoi? C'est une question de mangeoire. C'est une question de mangeoire. Et dans la vie, madame, lorsque les premiers sont mauvaises, le reste est gâché. Moi, je ne condamne pas totalement Kamere aujourd'hui parce qu'il est allé là-bas. Mais toute l'opposition a parlé dialogue. Même celle qui n'est pas dans ce dialogue-là, elle est pour le dialogue, mais néanmoins, elle pose les conditions de thème. Admettons, madame, même celle qui est restée là, si on donnait droit à toutes leurs revendications, lorsqu'ils vont entrer, ils vont aller parler quoi? Ils vont aller parler sur quoi, madame? Ils vont aller parler sur quoi? On ne trompe pas la population. Tout celui qui parle dialogue est traître. Parce que s'il faut, nous devons nous inscrire dans la logique de la loi, de la constitution dont on prétend, il ne devait pas y avoir dialogue. Et le péché originel, madame, il faut que j'enfonce le clou. C'est cette chanson du dialogue qui a commencé en 2012, qui n'avait pas sa raison d'être. Parce qu'il y a eu une élection en 2011, simulacre. Kamere, voilà comment l'opposition roule pour le pouvoir, madame. Parce que il faut rappeler à notre population. Suivant l'ordre d'arrivée, Kabila premier, Tshisekedi deuxième, Kamere troisième. Selon l'ordre d'arrivée, la personne la mieux placée pour rester en justice, c'était Tshisekedi, qui avait la qualité et l'intérêt. Parce qu'en droit, pour rester, il faut avoir la qualité et l'intérêt. Tshisekedi avait la qualité et l'intérêt. Cette qualité, c'est quoi? Il était candidat président de la République. L'intérêt, c'est quoi? Celui qui venait après Kabila. Il a refusé d'aller en justice. Au motif que c'est la justice de Kabila. Quelques mois plus tard, on voit la même justice qu'il avait liée hier, aller rester son secrétaire général auprès de la même justice. Kamere qui était troisième, avec la qualité mais sans intérêt, il va en justice, madame. Sur 64 000 bureaux de vote, Kamere n'est allé à la justice avec moins de 40 pièces. Comment prétendre aller convaincre le juge? Comment le juge pouvait lui donner raison? C'est une manière aussi de rouler pour le pouvoir. Et
Et on a dit quoi? Restons calmes. On a entendu. Les mandats touchant à sa fin, on rebondit avec l'affaire du dialogue. La majorité dans sa malice. Ici, la majorité, c'est pour cela que je dis, en face, il n'y a rien. La majorité, elle est trop maligne. Elle n'a fait qu'exploiter. Et aujourd'hui, comment vous allez confisquer le pouvoir face à des gens qui ont les moyens et qui ont aussi le pouvoir politique? Laissez-moi les questions. Est-ce que l'opposition roule pour la majorité présidentielle? De toutes les façons, il donne vraiment, comment dire, il met le tapis rouge pour que la majorité puisse conserver son pouvoir aussi tranquillement que possible. En tout cas, l'opposition au Congo ne donne pas le feu vert à la majorité. Il y a une certaine opposition. Peut-être la majorité élargie, mais pas l'opposition. La véritable opposition, nous la connaissons. C'est laquelle? La véritable opposition, nous la connaissons. C'est l'opposition au sein de laquelle nous trouvons le G7, l'UDPS, la dynamique de l'opposition. C'est là la véritable opposition. Et d'ailleurs, je peux même me dépasser de tout cela. Je vais parler de l'opposition. La véritable opposition, c'est celle qu'incarne Étienne Tshisekedi. Vous n'êtes pas sans ignorer que Tshisekedi a refusé. Le confrère venait de le relever ici. En 2011, il a refusé d'ester en justice. Mais Vital Kamerhe, il était parti. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas confiance en cette justice ici. Il a refusé, il est resté sur la même ligne. Mais il avait demandé quoi? Le dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est ce verbe-là, l'échange entre deux personnes. Et pendant tout ce temps... Je vous en prie. Pendant tout ce temps, Joseph Kabila ne voulait pas dialoguer avec Tshisekedi. Tshisekedi a incité jusqu'à ce qu'on est arrivé au niveau de l'Union africaine, l'accord d'Addis Abeba, qui avait voulu que les Congolais puissent se parler. Malgré tout ça, c'était resté lettre morte. Et aujourd'hui, avec la 2277, finalement, il y a un peu... Kabila, aujourd'hui, sachant qu'il une question assez directe. Est-ce que c'est Tshisekedi et Kabila qui tiennent en main le destin de la RDC aujourd'hui? Oui. Mais pour aujourd'hui, il n'y a que ces deux-là. Nous pouvons ajouter la Non, laissez-moi poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution est de mettre Tshisekedi et Kabila dans une même pièce pour qu'ils dialoguent? Voilà, s'ils sont... Et c'est fini, c'est ça le véritable dialogue. C'est ça le véritable dialogue, il n'y en a pas un autre. Ok, vous appuyez la même thèse? Aujourd'hui, il faut mettre simplement Kabila et Tshisekedi dans une même pièce pour qu'on trouve la solution. Je suis effaré, estomaqué. Je vous en prie, répondez à ma question. Vos sentiments, en tout cas, gardez ça. Non, s'il vous plaît, madame. C'est-à-dire que nous sommes là, on réduit le Congo aux deux personnages, aux deux individus. Plus de 90 millions d'euros ne valent pas, il n'y a que Tshisekedi et Kabila dans ce pays. Aujourd'hui, la machine est bloquée. Soyons francs. Écoutez. La machine est bloquée parce que Tshisekedi ne veut pas y aller. Tout est bloqué. Écoutez, madame. Vous pensez que si moi, le tribunal, j'étais président de la République, il y aurait toutes ces mésaventures? Moi, ici que vous parlez. n'êtes pas. Alors, madame, s'il vous plaît, un peu de respect pour mon peuple. Je vous en prie. Un peu de respect pour la population. Je vous en prie. Nous sommes journalistes, nous parlons froidement. Répondons à la question. Aujourd'hui, est-ce que c'est Tshisekedi dans l'autre main, Kabila dans l'autre main, qui tiennent en main les destins de ce pays? Madame, je vous ai dit ici, il nous reste 88 jours pour la fin de cette mandature. On va tirer les conséquences. Voilà, nous allons répondre aussi à notre point, parce que le dialogue, je crois qu'on a un peu suspendu les travaux. Toujours, Eden Kodjo est en train de se battre pour que les gens reviennent, parce que beaucoup ont suspendu un peu. Je crois que d'ici là, les travaux pourront peut-être reprendre. Nous parlons un peu de cette affaire de l'avion détourné. Il y a même des postes qui parlent aujourd'hui qu'on détourne les avions. Est-ce que vous avez une information encore plus approfondie par rapport à ce détournement de l'avion CAA qui avait à son bord Charles Mondo Simba du G7? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des informations en plus? Bon, madame, je n'ai pas des informations de plus au sujet du détournement de l'avion. Tout ce que je suis en train de constater, c'est que les politiciens sont en train de tourner en bourrique. Ils pensent que nous n'avons pas des yeux, nous n'avons pas d'yeux, nous n'avons pas de bouche. Il n'y a pas longtemps, le dimanche passé, l'avion a été réellement détourné. Lorsque il y a des confrères qui ont posé des questions au ministre Lambert Mende, qui a dit qu'il n'avait pas d'informations au sujet de l'incident qu'il y a eu dans la partie est du pays. Mais aujourd'hui, on est en train de nier. J'ai entendu le gouverneur de la province, comment il s'appelle encore, Tanganyika, qui est en train de douter. L'avion n'a pas été détourné. Mais comment l'avion qui a quitté le Lubumbashi pour Kalemi pouvait se retrouver à Bukavu? À Bukavu, et puis à Lubumbashi.
ceux qui étaient à bord, entre autres le député national du G7, comment le parti l'ancien, Charles Montosimba, qui débarque et l'avion continue sa course jusqu'à Kalemi. Vous pouvez accepter ça? Pourquoi refuse-t-on à Charles Montosimba de descendre à Kalemi? C'est son fief, normalement. Oui, à ce que je sache, c'est un élu de Kalemi. Mais quelque part, hein, au-delà de tout ce que nous faisons sur le secteur des hommes, nous devons nous mettre en tête qu'il y a un maître suprême qui est tout puissant. Et on dit aussi, tout ce que nous faisons sur la terre, ça se paye ici-bas. De tous ces gens aujourd'hui qui commencent à décrier les mauvaises pratiques du régime. Ils l'ont fait à l'époque, c'est ça? Écoutez, moi, madame, c'est la roue qui tourne. Écoute, madame, moi je suis là pour rappeler à ma population. Ils n'ont pas dit que parce que vous avez quitté la majorité, aujourd'hui vous portez la casquette de l'opposition, que maintenant vous êtes blanchi. Non. Moi je la critique, la culture démocratique. En politique, ce qui compte primo, c'est quoi? Le passé de la personne. Et en deuxième lieu, le projet de société. Quel est le passé de mon aussi? C'est comme le passé aujourd'hui de Jean Ping. Aujourd'hui, qui refuse d'aller en justice, qui critique la justice gabonaise. Écoutez, madame. Il comment faire recours à leur cour constitutionnelle. On va parler tout à l'heure. C'est pour cela que moi je dis ceci. Dieu dit ceci, tous ces pays ici-bas, parfois, tout ce que nous avons semé, l'on les rencontre sur la terre des hommes. Exactement. Donc, nous prenons, Faye l'a déjà effleuré un peu, nous allons voler un peu vers le Gabon, mais je reviens un peu par rapport aux dépêches de Brazzaville qui me donne une autre petite information. Récemment, réclame un vrai dialogue. Ça veut dire quoi, vrai dialogue? Ce qui se passe là-bas, ils ne dialoguent pas. Mais jusque-là, je vous l'ai dit, madame, vous me reposez la question, je vous ai dit que jusque-là, il n'y a pas de dialogue. Jusque-là, il n'y a pas de dialogue. Ils cherchent quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que ce n'est pas rétrosmis en De toutes les façons, c'est une majorité élargie. Je vous l'ai dit, c'est une majorité élargie qui cherche à donner un passage au chef de l'État en place, Joseph Kabila, d'ici, après le 19 décembre. Il n'y a pas de dialogue jusque-là. Il faut attendre notre dialogue. Tout à l'heure, je venais de vous le dire. Le vrai dialogue, il y aura qui dedans maintenant? Rassemblement, majorité, mais qui avait d'abord réclamé le dialogue? Même le facilitateur, Edem Kodjo, le sait. Il a répondu à Kamere que sans ces gens-là, je ne sais pas ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tu peux aller les pêcher, peut-être à 5 heures, tu vas les ramener. Mais ils sont restés tels qu'ils sont, dans leur campé sur les positions. Il n'y a que le rassemblement et la majorité à travers leur... a aussi soulevé un point, Ernest, de ce fameux accord entre les deux. Vous en avez lu? Mais de toutes les façons, mais s'il avait l'accord, il aurait fallu le brandir quand même. Il a flairé, il aurait fallu qu'il le montre quand même. La presse était là. Les autres membres, par exemple, de l'UDPS disent non, il n'y a jamais eu d'accord secret. Vous avez... En tout cas, j'ai suivi ces dossiers-là de près. En tout cas, même la majorité n'avait pas parlé de ça jusqu'à présent. D'accord secret entre l'UDPS et la majorité. S'il vous plaît, madame. Oui, je vous en prie. Parfois, c'est cette majorité qui donne aussi de la matière aussi à la commandante véreuse et contradictoire opposition. Moi, j'ai suivi Cheo Kitondo. Il a dit qu'il y a eu un préaccord signé à Paris. Mais malheureusement, jusque-là, on ne l'a pas encore lu. C'est peut-être verbal. Non, il a dit qu'il y a un préaccord. Donc signé. Mais, à notre niveau, on n'a pas encore reçu un tel document. Mais pour revenir à la question que vous avez parlé du vrai dialogue, madame. Ce sera quoi ce vrai dialogue? Madame, vous voyez comment cette accommodante opposition roule encore pour le pouvoir dans ce pays, madame. Après les élections de 2011, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La chanson du dialogue est venue de l'accommodante opposition. La majorité a gagné du temps. Il y a eu une guerre de sémantique, concertation au dialogue dans ce pays. Il y a eu concertation. La même véreuse opposition a parlé du vrai dialogue. Il y a même eu... vrai dialogue. À cette époque-là, même admettons qu'on ait accepté le soi-disant vrai dialogue à ce moment-là, quelle sorte de matière qui allait être inscrite là-bas? Et à ce jour, lorsqu'on parle du vrai dialogue, madame, la majorité, moi je pense... J'ai plus de 25 ans dans ce métier. Je connais comment le pouvoir, l'opposition a toujours roulé pour le pouvoir. Et même, je suis convaincu que la majorité finira par accepter ce vrai dialogue. Mais qu'est-ce qu'elle cherche aujourd'hui? Elle gagne d'abord du temps.
admettons que le 18 décembre, la majorité accepte le vrai dialogue. On va tous maintenant glisser, non? Et lorsqu'on glisse, écoutez, la majorité s'est fixé l'objectif, madame. L'objectif de la majorité, c'est quoi? Déborder le délai constitutionnel avec Sissa Bidibou comme président, mais en douceur. Si nous arrivons le 1er janvier 2017, madame, et que Sissa Bidibou est président de la République, quels sont les vocables que vous allez utiliser? Parce que vous êtes fort à mesure. Vous allez chercher les vocables. Mais néanmoins, c'est lui qui aura gagné. Pourquoi? En politique, c'est que compte l'atteinte des objectifs. L'objectif atteint par la majorité aujourd'hui, c'est déborder le délai constitutionnel avec Sissa Bidibou comme président. Mais même si Sissa Bidibou aujourd'hui, il y a eu un plus 4, non? Jean-Pierre Bemba est où? Robert est où? Azarias est où? Azarias est où? L'autre là c'est comment? Ils sont où? Mais Sissa Bidibou est là. Et c'est le même scénario qui se répète. Le vrai dialogue là, madame, je vous préviens, ça sera quoi? Un Sun City bis, 1 plus 4 nouvelles versions. Ok. Nous allons au Gabon, vous avez suivi les élections, c'est la question que je me pose. Et c'est d'ailleurs une préoccupation pour beaucoup d'Africains. Doit-on faire les élections en Afrique, surtout subsaharienne, francophone? Parce que quand on voit peut-être les autres, on prend l'exemple du Ghana, ça passe. Ils sont d'ailleurs à leur 4e mandat, 4e élection qui passe vraiment. Nigeria. En Nigeria, ça va. Afrique du Sud, ça va. Mais pourquoi chez nous, Afrique francophone, surtout au centre, ça passe pas? Qu'est-ce qui se passe? Doit-on se passer des élections? Doit-on revenir des royaumes ou des empires? Et puis, voilà. Madame, à cette question-là, bon, je ne me sens pas à l'aise de pouvoir y répondre parce que ça me fait un peu pleurer. Comment vous pouvez vous imaginer? Il n'y a que l'Afrique centrale où on s'est un peu remarqué qu'après les élections, il y a toujours des petits problèmes. Il y a toujours des problèmes. Alors, est-ce que ces problèmes, faudrait-il les voir en amont ou en aval? Bon, je me pose autant de questions. Comme ce qui arrive aujourd'hui au Gabon, là, avec Jean Ping. Vous pouvez vous imaginer. Ils ne sont pas nombreux, enfin. Ils ne sont pas nombreux. Moins d'1 million d'habitants. Donc, les élections devaient se passer. C'était 662. Ils n'ont pas de que nous avons un grand pays, pas d'infrastructure, c'est 1 million et tout ça. Comment il y a eu cette crise-là? Le confrère venait de dire ici que l'histoire nous rattrape toujours. Et ce qui arrive aussi au Gabon. Moi, je ne suis pas d'accord avec Jean Ping. Vous connaissez, lorsqu'il était encore secrétaire général à l'Union africaine, vous connaissez sa position qu'il avait donnée pour la Côte d'Ivoire, lorsque Babo demandait le recomptage des voix. Vous connaissez ce qu'a été sa réponse. Et aujourd'hui, ça lui arrive, il dit non, qu'on recompte les voix. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Oui, par rapport au Gabon. Il y a un problème. C'est toujours le passé qui nous rattrape. Les gens peuvent commettre des erreurs. Même Dieu qui est miséricordieux, quand on reconnaît ses erreurs, on peut aller. Donc on doit nous juger toujours par rapport à notre passé. Madame, vous savez ce qui s'est passé avec les Khmers rouges? Plus de 40 ans. Hier, on a ouvert des procès contre Jena. Douche est jugé à l'âge de 89 ans. Douche. Moi, je n'oublie pas. Et c'est ça la culture de l'homme blanc. Vous savez quoi, cette pape de Rome a fait plus de 4 siècles. Il ne fallait pas se pied à Londres. Voici seulement la position de l'Italie et la position de Londres. Mais il a fait plus de 400 ans. Par rapport à la scission de l'église anglicane. Les mauvaises pratiques. On n'oublie pas facilement. Jean Ping, ex-beau-frère. Il est ex-beau-frère de... Il n'est pas ex, il est beau-frère. Il est ex. Ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Il est ex. Mais ils ont eu quand même des enfants. Qui était à la Cour suprême aux élections de 2009? Jean Ping. Il avait débouté l'opposant de tous les 11 chefs d'État. C'était Obama, je crois. Oui, Obama, comme ça. C'est lui qui était dans la Cour suprême, non? Quel était son comportement lorsqu'il y avait aussi la requête introduite par l'opposant? Aujourd'hui, parce qu'on porte la casquette de l'opposition, alors on devient blanc. Non, l'histoire nous rattrape. Mais il y a aussi un autre fait. Je comprends les oppositions africaines. Et les régimes africains servent cela, et ils exploitent souvent cela. C'est quoi la faiblesse? D'abord, la pauvreté. Et cette pauvreté a comme conséquence l'impréparation des élections. Les oppositions africaines ne préparent pas les élections. Qui dit préparation des élections, c'est quoi? Ne cherchez pas ce que dans l'univers politique qu'on joue frangé. Les pouvoirs sont là pour tricher. Il y a les vérités de tricher. Mais quitte à vous aussi de vous préparer pour contrecarrer ces fraudes-là. La loi, dans presque tous les pays,
oblige à ce que, lorsque la CENI publie les résultats provisoires, s'il y a un candidat lésé, l'État a fait parmi ce quoi? C'est introduire le cours en motif auprès de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il n'y a que la Cour suprême de justice, suivant lesquels le Conseil constitutionnel, qui sont habilités à publier les résultats définitifs. Ce ne sont pas des commissions de l'Union européenne, hein. Ce ne sont pas Obama, hein. Ce n'est pas Hollande qui viendront installer ou reconnaître publiquement. C'est la Cour suprême, selon les cas, le Conseil constitutionnel. On publie les résultats provisoires. Vous êtes mécontents? Initié en bonne et due forme de recours. Mais les juges en matière électorale, il n'est pas actif, il est inactif, il attend. Autori incumbit probateur, c'est-à-dire vous apportez, vous alléguez le fait et vous apportez aussi la preuve pour assurer votre accusation. Il ne faudrait pas amener une affaire par devant le juge et qu'après vous n'amenez pas de preuve. Les seules preuves en contentieux sont des PV. Au Gabon, il n'y avait que 2500 bureaux de vote. 2500, madame. Qu'est-ce qui a empêché Jean-Pierre d'aligner au moins 7500 témoins? Qui dit 7500? À raison de 3 témoins par bureau de vote. Ça faciliterait la tâche, même s'il y a fraude. Mais quitte à vous d'apporter cela auprès du juge habilité, de statuer. Après, on peut envisager une action politique. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'apporter la preuve, vous commencez par condamner la juridiction habilitée. Et vous voulez qu'on récolte les voix, madame. Auprès de quel... Surtout vous proclamez président. Écoutez, madame, c'est malhonnête criminel. D'ailleurs, en vertu de quoi? Et quelle est la juridiction habilitée à récolter même les voix, si ce n'est pas la Cour suprême? Vous pensez que non, les voix vont être récoltées sur les arbres ou bien devant les journalistes, madame? Non, c'est au point de la juridiction habilitée par l'État, par la loi. C'est la Cour suprême. Mais on crée la Cour suprême, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuves. Il y a un tableau qui va se poser, c'est les preuves. Au Gabon, alors, aujourd'hui, c'est vraiment la crise au Gabon. Vous avez vu les pillages, vous avez vu les images. Alors, qu'est-ce qui va... Est-ce que ce n'est pas la projection aussi de ce qui peut se passer chez nous, Ernest Molekechi? De toutes les façons, il faut dire, cela peut arriver, mais ce n'est pas ça mon souhait. C'est sur l'unique point peut-être que je vais à l'encontre de ce que venait de dire mon frère Faye, quand il dit qu'il ne trouve pas l'importance de dialoguer aujourd'hui. Non, les hommes doivent se parler. Lorsqu'il y a un problème, on doit se parler. C'est ça, c'est ce qu'on appelle dialogue. Dans les institutions, oui, même dans les institutions. Oui, on doit se parler franchement, on doit se parler. Le dialogue n'est pas en soi mauvais. Il faut que les hommes, que les politiciens, les acteurs politiques puissent se dire des vérités en face. Vous pouvez vous imaginer la majorité au pouvoir, la majorité qui est en train de diriger le gouvernement depuis 2011 jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas permettre à la CENI d'organiser dans le délai constitutionnel les élections? Il a attendu jusqu'à la fin. Et puis, depuis 2013 déjà, il y avait l'opposition qui était en train de crier. Non, on veut du glissement. On cherche le glissement. Non, ce ne sont que des procès d'intention. Mais aujourd'hui, nous sommes... Les procès d'intention se transforment voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Non, nous sommes vraiment à la fin, Faye Nico. L'émission est à vous. Donc, la semaine prochaine, en tout cas... Et bien voilà, après c'est à vous, merci à toute l'équipe technique, merci à Ernest Moelekechi de la RDCE, merci à Faye Nico Mbikaï de Top Media, merci à vous mes followers sur les réseaux sociaux et bon suite de semaine à tous les journalistes, de journalistes en action. On se retrouve avec le même plaisir, sinon pas plus, le mercredi prochain. Au revoir.